Alors bonjour à tous. Vous avez eu raison de ne pas partir parce que là, on va avoir du concret dans des pistes. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du projet des pistes. De toute façon, vous inquiétez pas, on va faire un petit rappel sur l'intérêt du projet et l'innovation dans sa construction. Donc, comme mes collègues et surtout Margot aiment bien le décrire, c'est un projet vraiment innovant en santé publique. On va vous présenter, je vais vous présenter tout ça et surtout les éléments de la recherche avec l'étude pilote qui a eu lieu. Le projet d'EPIS, c'est un projet donc financé FLCA, donc ARS Nouvelle-Aquitaine, mais également par l'INCa, l'Institut national du cancer. Donc c'est vraiment un cofinancement pour un projet qui va allier vraiment du déploiement terrain et un côté recherche. Ce projet-là, il a été co-construit également avec différents acteurs et c'est ce qui fait en fait sa force. Vous avez donc le service de prévention de Saint-André, le SMIP, service de soutien méthodologique et d'innovation de prévention. Vous avez le département de médecine générale avec l'Université de Bordeaux et vous avez la Coréenne. Donc on aura trois acteurs différents qui feront vraiment, qui sont la base en fait, d'un projet innovant. Des pistes, vous l'avez vu, donc dépistage des pathologies induites par le tabac. On parle très peu de réduction des risques quand on parle de tabac. Souvent, les projets de prévention de tabac sont à visée de sevrage. On se contente, entre guillemets, d'aller vers l'arrêt. Là, on a décidé d'aller un peu plus loin. On a plein de projets différents pour le tabac. On a une présentation avec le RESPAD d'outils de formation d'information. On a l'AST, on a plein de projets. Mais souvent, on se concentre que sur l'arrêt et l'objectif ultime, effectivement, en termes de santé publique pour le patient, mais on dépiste très peu les pathologies et il y a certains patients pour qui c'est inacceptable d'aller dans un arrêt. Donc là, avec le projet des pistes, on va pouvoir s'occuper d'eux en essayant de prévenir les complications liées à leur pathologie primaire, qui est le tabagisme. Donc, comment est né ce projet? Quelques petits éléments de contexte, mais sur lesquels on va passer rapidement. Le tabac, c'est le premier facteur de morbimortalité dans les pays industrialisés. Donc ça, vous le savez, 75 000 décès par an. C'est le premier facteur de risque évitable des cancers et des maladies cardiovasculaires. Ça diminue l'espérance de vie et la qualité de vie. Donc là, vous avez les chiffres un peu choc. Le tabac tue un fumeur sur deux, une maladie liée à ce tabagisme. L'espérance de vie est réduite globalement de 20 à 25 ans. Et toutes les actions de prévention jusqu'à maintenant, elles sont toutes très efficaces. Vous avez la hausse des prix, la campagne Grâce au tabac, avec les rappels qu'on a eu ce matin sur le côté, ça aide à augmenter les chances d'arrêt du tabac, ça multiplie par 5 quand on arrête pendant plus de 30 jours, et également les traitements de substitution nicotinique. Donc ça, c'est que des actions à visée d'arrêt, des actions préventives sur l'arrêt du tabac. Donc là, c'était essayer de compléter un peu cette offre de prévention avec une approche un peu révolutionnaire, comme dirait Margot. Et on utilise également, là le contexte c'est que beaucoup de personnes arrêtent de fumer lorsque c'est un peu trop tard ou lorsque les tentatives d'arrêt sont difficiles. Donc là c'est vraiment une solution pratique et utile que les acteurs de soins premiers, parce que des pistes est à la base construit pour les acteurs de soins premiers, pourra être après utilisé et proposé à leurs patients. Une des perspectives va être aussi de pouvoir déployer ce projet-là, d'autres milieux que les soins premiers, lors des différentes présentations de des pistes. On sait que les soins spécialisés peuvent être intéressés, que ce soit l'Exapa, les services hospitaliers, sont également intéressés par le projet des pistes, mais en tant que tel, il est vraiment pour l'instant réservé qu'aux soins premiers, et je vais vous montrer pourquoi. Donc, en fait, des pistes, on s'est dit que accompagner finalement maintenant, à l'heure actuelle, un patient de tabac sans chercher à dépister des pathologies induites par son tabagisme, ça peut paraître aberrant. Donc pour ça, on a essayé de construire une intervention avec différents acteurs. Mais avant de parler du programme de dépistage des pistes, il fallait faire une étude pilote pour savoir si c'était viable et acceptable par les acteurs de soins premiers avant d'essayer de déployer plus largement le programme de prévention.
Donc c'est pourquoi il y a eu l'étude pilote des pistes. Donc là, l'objectif principal de l'étude pilote, c'était d'évaluer la viabilité des recommandations de dépistage en soins premiers. Donc de savoir finalement, est-ce que les acteurs de soins premiers, si on leur propose de faire une proposition de dépistage à leurs patients fumeurs, est-ce qu'ils vont l'accepter ou est-ce que finalement ça ne sera pas intégrable dans leur pratique? Donc ça, c'est l'objectif de l'étude principale de l'étude pilote. Et l'objectif secondaire, c'était de savoir, finalement, si on ne se concentre pas que sur l'arrêt, qu'on parle aux patients d'essayer de prévenir des pathologies, est-ce que aussi ça va intéresser sur le dépistage, sur l'évolution du tabagisme? Donc les grandes lignes, c'était de savoir d'identifier les pathologies induites par le tabac à un stade précoce, d'augmenter les chances de survie du patient, qui est l'objectif ultime, d'améliorer leur qualité de vie et de débuter une prise en charge plus adaptée, plus précocement. 3 étapes pour construire l'étude pilote. On a eu une thèse faite par des étudiants en médecine de Bordeaux, donc, qui ont cherché dans la littérature s'il y avait des recommandations françaises et internationales qui concernaient le dépistage centré sur le tabac. Donc ça, il y a eu une grosse revue de la littérature qui a été faite, donc du coup même par 2 personnes. Et en fait, ce qui ressort globalement de toute cette littérature, c'est qu'il n'y a pas de propositions de dépistage qui sont centrées sur le tabac. C'est-à-dire que par exemple, pour le diabète, quand on considère que le diabète c'est pas la pathologie primaire, suite à cette pathologie primaire, vous pouvez développer des pathologies secondaires. Et donc vous avez plein de recommandations pour le tabac actuellement en France qui sont très bien pris en compte par la médecine générale. Quand un patient est diabétique, on sait que tous 3 mois, il y a un examen de fond d'œil qu'il faut faire, il y a un rendez-vous podologue qui est à faire au bout d'un an, on surveille la fonction rénale, etc. Donc vous avez un dépistage organisé des pathologies induites du diabète. C'est pas le cas du tout au niveau du tabac, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc premier élément marquant de la revue de la littérature. Il y a des recommandations qui sont ciblées uniquement par pathologie, avec des recommandations qui sont dispersées, et parfois il y a même l'absence de consensus concernant l'examen de dépister une pathologie. Donc en fonction des complications, à l'étranger dans la littérature, tout le monde n'est pas d'accord sur quel examen réaliser pour savoir si on a développé une pathologie ou non. Donc globalement, il n'y avait aucune stratégie qui facilitait vraiment le dépistage en soins premiers, donc ce qui nous a amené à faire une deuxième thèse de médecine générale, où là on s'est dit à partir des pathologies à dépister qui sont du coup sur la droite avec les examens de dépistage définis, on va essayer de faire quelque chose de très pratique et de proposer des recommandations, donc qui vont être centrées là sur le patient, son sexe et sur l'âge, pour faciliter le repérage en médecine générale. Donc la deuxième étape, c'était de créer un outil d'aide à la décision, qui est un petit livret Spiral qui a été réalisé par les plus grands soins du service communication que je remercie de la Coréade, et où là on a fait une méthodologie donc particulière. On a regroupé des professionnels de santé, et afin d'obtenir un consensus sur les examens de dépistage à réaliser, on a fait ce qu'on appelle, on a utilisé la méthode Delphi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on a fait des propositions et on a fait voter pour savoir si en fait pour eux ça leur semblait acceptable de proposer. Alors, je vais changer de micro. C'était un vote pour savoir est-ce que cette proposition de dépistage, vous, en tant que médecin généraliste, vous pensez que vous pouvez la proposer à vos patients. Donc si vous avez été attentif, vous avez vu que là, on a perdu quelques recommandations. Là, il y en a 12 recommandations, et après cette méthode Delphi, par les médecins généralistes, on n'en a plus que 9, il me semble. 3, 10, 9, c'est ça. On n'en a plus que 9. Donc il y en a certaines qui ont été évincées parce que les médecins généralistes se sont dit non, ça cet examen de dépistage, le patient ne va pas l'accepter, nous on ne pourra pas le faire en soins, et du coup ça nous paraît compliqué. Donc cette deuxième phase pour montrer que vraiment les recommandations elles ont été faites, construites par les soins premiers et pour les soins premiers avec eux. Donc c'est pour ça que quand je parlais de perspective et de potentiellement adapter des pistes à un autre milieu, en fait si on refait ça pour un XAPA ou un centre hospitalier, cette étape-là sera à reprendre parce qu'il y aura peut-être des examens qui seront plus facilement réalisables en milieu spécialisé qu'en médecine générale. Et la deuxième étape de cette phase 2, de cette deuxième thèse,
c'était d'avoir un conseil scientifique avec des médecins spécialistes, notamment les centres régionaux de coordination du dépistage des cancers, qui eux ont donné leur avis concernant est-ce que c'est vraiment notamment quand on parle des cancers colorectals, des cancers des voies aériennes digestive supérieure, est-ce que les examens en relation sont vraiment ceux qui sont recommandés et préconisés dans le dépistage organisé. Donc vraiment un consensus de médecins généralistes et d'acteurs spécialisés pour aboutir à la création de cet outil. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, donc là, vous avez un aperçu par un nom de l'outil qui a été construit. Donc là, vous voyez que le médecin généraliste, quand il reçoit son patient, il regarde en fonction du sexe et de l'âge, et il a en relation les différentes pathologies à dépister. Donc là, dans cet exemple-là, si on est une femme, on reçoit en consultation une femme de 45 à 50 ans, on regarde page 12 du livret qui nous y amène directement, et on voit la liste des pathologies à dépister qui sont recommandées. Donc maladie parodontale, BPCO, maladie cardiovasculaire, diabète et cancer du col de l'utérus. Et si on creuse, après, en parallèle, vous pouvez mettre les examens de dépistage à proposer. Donc la maladie pour la BPCO, ce qui est recommandé, c'est de faire un questionnaire HAS Gold. Et quand vous allez page 17, vous avez l'algorithme qui permet au médecin généraliste de savoir s'il faut lui prescrire un dépistage par spirométrie ou s'il n'y en a pas besoin. Et ainsi de suite. Comme ça, le médecin généraliste fait un peu les différentes étapes. Et comme ça, il s'assure qu'il a réalisé il a fait le dépistage des pathologies induites en fonction des facteurs de risque de sa patiente, de son sexe et de son âge. Donc ça, c'est l'exemple de l'outil. Et donc la troisième étape, c'est un peu le crash test avant l'étude pilote. Donc ça aussi, c'est une thèse. Le crash test, c'est la thésarde qui a utilisé ce terme-là. Ça ne remet pas en cause son travail, mais c'était vraiment nous quelque chose d'utile, qui a testé le livret auprès de 5 médecins généralistes. Donc c'était un tout petit effectif. On a pu réadapter encore une dernière fois l'outil avant de l'envoyer vraiment dans la phase pilote, là qui a été faite et réalisée par le service de prévention. Donc vous voyez que là, on a eu vraiment les acteurs un peu de terrain, le médecin généraliste, les étudiants, on a allié tout ce qui est littérature avec le savoir vraiment du terrain, et ça, on a essayé de le faire protocoliser par un service spécialisé, un service de prévention qui est le SSMIP, le SMIP du CHU de Bordeaux. Troisième phase, le déploiement en soins primaires de l'étude. Donc là, vous avez un beau schéma. Vous avez en haut, en 2023, on a commencé le recrutement des investigateurs, donc des médecins généralistes qui allaient inclure leurs patients dans l'étude. Donc il y a eu toute une phase. Dans le protocole, on visait 600 patients. On verra qu'on a eu quelques difficultés à réunir 600 patients, mais lors des consultations d'inclusion, le médecin généraliste devait juste proposer à son patient qui était fumeur et éligible de participer à l'étude pilote, donc avec signature de consentement, etc. Et lors des consultations de suivi, donc c'était pas quelque chose qui nécessitait au patient de revenir spécifiquement en consultation pour avoir les résultats, c'était lors des prochains renouvellements. C'est pour ça qu'on disait que c'est une étude pilote de routine, c'est-à-dire qu'on ne forçait pas le patient, il n'y avait pas de retour chez le médecin généraliste spécifique pour l'étude. En parallèle, on recueillait le nombre de types de dépistage recommandés sur le guide, et surtout le nombre de types de dépistage qui ont été prescrits. Parce qu'on verra que c'est pas parce que tout était recommandé que les médecins ont prescrit. Et à 6 mois, il y avait un attaché de recherche clinique qui revenait vers le médecin généraliste et qui reprenait dans son logiciel finalement le nombre et le type de dépistage qui ont finalement été réalisés par le patient et est-ce que le statut tabagique a évolué. Donc ça, c'est pour les données quantitatives. Et ce qui fait vraiment le cœur de l'EPIST, c'est l'étude de viabilité, donc c'est aussi le qualitatif. C'est l'étude de viabilité, donc c'est à 6 mois, donc la fin 2024, mi-2024, il y a eu un attaché de recherche clinique qui a mené des entretiens qualitatifs donc avec les médecins généralistes et avec les patients. Donc ça aussi qui vont nous renseigner sur la potentielle viabilité de l'étude pilote. Donc, depuis tout à l'heure, je parle d'étude de viabilité, mais concrètement, il y a pas la dernière version, mais il
il y avait l'étude de viabilité, c'était de savoir est-ce qu'on peut intégrer ce programme de dépistage dans un contexte de vie réelle. Donc on va regarder 4 facteurs. Est-ce que c'est accessible? Donc est-ce que les participants ils vont réussir à intégrer le dépistage dans leur pratique? Est-ce que c'est utile ou non pour eux de leur avoir fait un outil et comment en fait ils l'ont intégré cet outil dans leur pratique? Est-ce que c'est adapté? Finalement, est-ce qu'on peut demander à un médecin généraliste de proposer du dépistage chez tous leurs patients? Parce qu'on peut se poser la question de si on le fait pour le tabac, il y a aussi pour le diabète, mais il y a toutes les autres sphères médicales qui pourraient être importantes. Et est-ce que ça va être pratique de le faire en routine ou est-ce qu'on le réserve à certains moments? Est-ce que par exemple, moi sans tabac pourrait être une opportunité pour parler du dépistage? Est-ce qu'on le fait à certains pendant toutes les consultations ou à des moments spécifiques? Et donc pour ça, c'est les entretiens qualitatifs qui vont nous renseigner. Rapidement, quelques critères d'inclusion et de recrutement. Donc, l'objectif, il fallait que les médecins généralistes qui ont été inclus dans l'étude aient au moins 500 patients dans leur file active, ce qui se réalise assez facilement. Il ne faut pas qu'ils soient dans leur dernière année d'exercice, qu'ils n'aient pas une activité exclusive spécifique, donc de spécialistes. Il faut que ce soit vraiment des médecins généralistes, parce que des fois vous avez des médecins généralistes après qui sont spécialistes. Donc là, c'était vraiment médecins généralistes lambda, enfin généralistes. Ne pas avoir une activité prédominante en pédiatrie, etc. Et au niveau des patients, les critères d'inclusion, c'était fumeur actif, d'être âgé de plus de 40 ans et être capable de donner son consentement. Donc finalement, là aussi, pas beaucoup de critères d'inclusion pour les patients. Au niveau du recrutement, les médecins généralistes qui ont été recrutés sont essentiellement des maîtres de stage de l'Université de Bordeaux, donc qui étaient un peu sensibilisés finalement à la recherche, et également des médecins généralistes qui travaillaient en maison de santé en MSP, donc en exercice regroupé. On a essayé de diversifier pour essayer de voir si les modèles MSP étaient plus adaptés au dépistage ou pas. Vous aurez les résultats dans quelques minutes. Et les patients, ils ont été notamment recrutés par des médecins généralistes en consultation courante. Donc en tout, il y a eu 150 patients inclus dans l'étude, avec un âge moyen de 57 ans et 56,7% de femmes et 43% d'hommes. Au niveau des recueils et d'analyse des données, donc vous avez compris le côté quantitatif. Donc est-ce que la proposition et la prescription des tests de dépistage ont été réalisés, et le côté qualitatif auprès de 10 médecins généralistes, une infirmière azalée et de 29 patients. Donc les résultats quantitatifs de l'étude. 87. Alors oui, j'ai oublié peut-être de vous préciser, l'étude n'a pas été encore publiée. Donc là, j'ai donné vraiment des grandes lignes de résultats, mais normalement, en fait, avant de dévoiler les résultats, ça c'est grâce à Morgan, vous pouvez avoir l'avant-première. Il faut attendre la publication avant de donner les résultats. Bon, là, vous en avez quand même pas mal, mais c'est pas trop détaillé, c'est fait exprès. Donc 87% des examens recommandés ont été prescrits. Donc ça veut dire que les médecins généralistes, quand ils voyaient les recommandations, il y a eu une énorme acceptabilité de la prescription de la part des médecins généralistes, parce que quasiment 90% des examens recommandés ont été prescrits. Et après, il y a la moitié des examens prescrits qui ont été réalisés. Donc ça, c'est aussi pas mal. Quand on est sur les dépistages organisés, cancer du col, cancer utérus, cancer colorectal, on est à 40-35%. Donc là, vous avez quand même une acceptabilité de la part des patients. Quand c'est leur médecin généraliste qui leur prescrit des examens de dépistage, 50% des examens prescrits ont été réalisés. En sachant que la période d'inclusion, je vous avais dit qu'au début, elle avait été de 6 mois. C'était prévu de 6 mois dans le protocole, mais comme il y a eu beaucoup de retard dans le recrutement, la période d'inclusion des patients, elle a eu lieu que sur 4 mois. Donc forcément, quand on réduit cette période-là, il y a moins de chances d'avoir le temps de réaliser les examens de dépistage prescrits par le médecin généraliste. Mais c'est un bon chiffre, 50%. Et globalement, les patients ont accepté, il y a eu un taux d'acceptation des patients qui était très élevé, ce qui se reflète par le fait que finalement ils ont fait les examens. Là, vous avez en détail un peu, en fonction des pathologies, maladies parodontales, PPCO, etc., vous avez les pourcentages de réalisés. Donc on voit qu'il y a des pourcentages qui sont très élevés. Donc dans le cancer des voies aériennes digestives supérieures, en fait là c'était juste un examen buccal de la cavité buccale et des ganglions. Donc ça finalement, quand l'examen de dépistage peut être réalisé par le
médecin généraliste très rapidement, on voit qu'il y a des très forts pourcentages de réalisation. Les maladies parodontales, ça c'est un rendez-vous dentiste, donc forcément là on chute parce que des fois en fonction des territoires c'est un peu plus compliqué. Donc essentiellement on le verra après dans l'étude de viabilité, ça marche quand on est dans un exercice regroupé et qu'on peut avoir un rendez-vous un peu privilégié par des secrétaires communes avec le dentiste de la MSP. Et après, vous avez donc ça, c'est tout ce qui est cancer colorectal, du sein et du col de l'utérus, où là, on a des chiffres c'est le dépistage organisé. Donc là, en fait, c'est re-rentré dans la procédure du dépistage organisé. Donc c'est très variable en fonction des périodes. Donc voilà, globalement, ça a été quand même bien accepté de la part des patients d'avoir cette proposition. Si on regarde le volet plus qualitatif de l'étude, donc il y a plusieurs grandes lignes. Ce qui ressort, c'est que l'outil d'aide à la décision, donc ce fameux carnet avec l'algorithme qui a été issu de différents travaux de thèse, il a vraiment un usage facile. Et que la proposition de dépistage peut s'intégrer à la pratique de la médecine générale, mais à nuancer. Pour certains, c'est un outil pratique et facile à utiliser au cours des consultations de médecine générale. Il y en a d'autres qui auraient préféré en fait avoir une version numérique. Et là, l'idée peut-être ultime, ça serait que ça soit intégré carrément au logiciel du médecin généraliste, que quand il a son patient avec une fonction du sexe et de l'âge, il a directement la proposition de dépistage. Donc ça serait pour eux l'idéal en termes d'outils. Parce que bon, on le sait bien, l'outil après qui reste comme ça, il reste un certain temps sur le bureau et puis il a peut-être tendance à disparaître. Donc en tout cas un outil pratique en tant que tel qui répond en fait aux habitudes des médecins généralistes quand ils doivent se référer à quel examen réaliser. Par contre, la proposition systématique de dépistage a été difficile à intégrer dans les pratiques pour plusieurs médecins généralistes. Donc il y en a pour qui ils ont une appétence pour la prévention, donc il n'y a pas de souci pour eux de proposer des examens de dépistage pour avoir un volet préventif, et il y en a d'autres qui disent que leur quotidien c'est de gérer l'urgence et quand le patient vient, il vient pas forcément pour ça, donc ils gèrent l'urgence du patient et effectivement ces examens de dépistage sont reportés et ne sont pas faits. Certains ont adopté des stratégies particulières. Les examens de dépistage étaient réservés lorsque le patient revenait pour des renouvellements. Parfois, vous avez des consultations pour des traitements chroniques juste de renouvellement, bien qu'il y en ait de moins en moins parce que le temps est de plus en plus précieux pour les médecins généralistes, mais qui réservaient la prescription de l'examen de dépistage lors de ces temps de renouvellement. Une proposition de dépistage associée à un échange systématique sur la consommation de tabac. Forcément, là, quand on proposait le dépistage, c'était une porte d'entrée pour reparler de la consommation du tabac et pour évaluer le tabagisme et proposer l'aide de la part du médecin généraliste et d'associer cette proposition avec la prescription de substituts nicotiniques au tabac. Après, il y avait une adaptation du parcours de dépistage aux organisations de soins premiers. Ce qui en ressort, c'est que les patients, en fait, globalement, pour eux, c'est le rôle du médecin généraliste de leur proposer ce dépistage en fonction de leur tabagisme. Donc, pour eux, ils acceptent intégralement le fait que le médecin généraliste propose le dépistage, et pour eux, c'est le médecin généraliste de le proposer. En complémentarité, les médecins généralistes et les professionnels de seconde ligne, c'est tous les autres professionnels sauf le médecin généraliste dans le cadre de l'étude. Pour eux, il faut qu'il y ait en fait un travail collaboratif, notamment en MSP, et c'est là où ça marche le mieux. C'est quand on a sous la main un professionnel, infirmière azalée, un dentiste, etc., qui peut réaliser les autres examens. Donc ça, c'est un autre élément du volet qualitatif, c'est le fait d'avoir à disposition un professionnel de seconde ligne qui peut réaliser les examens de dépistage. Autre point identifié, c'est le fait que justement ces professionnels de seconde ligne n'étaient pas forcément sensibilisés à l'arrêt du tabac. Donc là, ça a été un verbatim qui a été remonté lorsque les patients devaient aller voir le dentiste pour faire le dépistage des maladies parodontales liées au tabagisme et que le dentiste n'était pas au courant que c'était à cause du tabagisme. Là, il y a eu un peu un manque de cohérence entre les deux et les patients du coup se sont retrouvés à aller voir le dentiste pour
déceler une maladie parodontale liée à son tabagisme, alors que le dentiste lui-même ne le savait pas, ou en tout cas n'avait pas bien compris la raison de cette consultation. Donc il faut sensibiliser, ce sera un des objectifs, de sensibiliser les opérateurs de seconde ligne à ce dépistage-là. Donc peut-être accompagner l'orientation avec un courrier pour dire qu'ils font partie ces consultations dans le cadre de dépistage de pathologie, donc pour expliquer aux acteurs de seconde ligne pourquoi il y a la Autre point, donc ça c'est pour les patients, c'est des freins géographiques, organisationnels et financiers. Donc effectivement, certains acteurs de seconde ligne n'étaient pas forcément, quand c'était pas un MSP, sous la main. Donc, en fonction de la géographie, certains territoires sont moins dotés que d'autres en soins secondaires, entre guillemets. Donc ça, gros frein organisationnel et surtout financier, avec parfois des dépassements d'honoraires chez le spécialiste pour pouvoir réaliser les examens. Concernant l'acceptabilité du dépistage des pathologies par le tabac par les différentes parties prenantes, donc la place du dépistage dans le parcours du patient fumeur chez les médecins généralistes était contrastée. Il y en a qui l'ont très bien accepté, d'autres un peu moins. Et chez les patients fumeurs, globalement, tous les patients, c'est ce que je vous dis, ont accepté que le médecin prescrit les examens de dépistage. Il y a eu un effet perçu sur la pratique de la médecine générale où en fait ça a remis un peu le dépistage au bout du jour, où ils se sont dit oui c'est vrai qu'en fait quand on parle du tabac on vise que l'arrêt, mais effectivement c'est pas parce qu'on a arrêté qu'on développe pas potentiellement, on continue pas à développer des pathologies. Donc là, la place du dépistage a vraiment été ressoulignée en médecine générale grâce à des pistes. Donc ça, c'était aussi un point très positif. Et le fait qu'il y ait eu un effet sur la relation des patients à leur consommation de tabac. Donc là, il y a eu un peu un double effet. Il y a eu ceux qui ont eu des résultats positifs, ou en tout cas qui avaient des pathologies qui étaient en train de se développer avec leur tabagisme, ça les a amenés à faire du sévrage tabac. Mais au contraire, ceux pour qui les examens de dépistage étaient négatifs ont eu tendance à dire bon, j'ai le temps. Donc ça c'est un peu le deuxième effet moins sympa, mais globalement ça a toujours amené à une discussion sur l'arrêt du tabac. Concernant les limites de l'étude, les difficultés rencontrées, ça a été le recrutement des médecins généralistes. Ça, c'était en sachant qu'on avait quand même un peu ciblé des maîtres de stage, c'était un peu l'habitude de faire. Et malgré ça, ça a été compliqué, donc on a réduit le nombre de médecins généralistes. On devait taper sur 30 médecins généralistes. Vous avez vu, il n'y en avait que 15 qui ont été inclus, et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est pour ça qu'après, on s'est encore limité sur le département du 33, et non pas sur le 33, 24, 40, 47 et 60. Comme prévu dans le protocole. On avait mis en place un webinaire de mise en place de l'étude. Donc là où aucun médecin généraliste ne s'est connecté pour savoir en fait comment inclure ces patients. Donc on a la chance d'avoir des délégués santé-prévention à la PERED qui sont des professionnels qui se déplacent quotidiennement sur le territoire pour parler des projets de la PERED et de nos partenaires. Donc ce sont les DSP du 33 qui sont allés chez les médecins généralistes pour leur expliquer en fait comment inclure les patients, et ce qui a permis aussi de lever des freins et avoir des inclusions. Donc ça aide être précieuse des DSP qui sont vraiment allés voir le médecin généraliste pour lui dire ben voilà, le livret vous l'utilisez comme ça, les patients il faut inclure cela, etc. Donc vraiment pour aider dans la mise en place de l'étude. Et donc la période finalement d'inclusion qui est passée de 6 mois à 4 mois. Bon, bien sûr, il y a eu quelques biais de sélection des patients, parce que forcément, il y a eu quelques biais de sélection des patients, dépistage qui avait une certaine littératie en santé, donc qui pouvaient comprendre l'intérêt du dépistage, et c'était des patients aussi qui faisaient d'autres dépistages organisés, donc qui étaient sensibilisés en fait, aux actes de dépistage. Un nombre réduit d'entretiens avec les professionnels de seconde ligne. Vous avez vu finalement, en entretien de seconde ligne, on a pu avoir que une IDE asalée, et quelques données manquantes liées au fait que la période a été réduite et que certains patients ne sont pas revenus ou n'ont pas forcément réalisé les examens de dépistage. En conclusion, vous l'avez vu, ce projet il est basé vraiment sur les constats du terrain, avec les thèses, sur la littérature et avec la recherche. Et l'étude avait vraiment pour but d'identifier
d'analyser les facteurs de viabilité et d'implémentation du dépistage en soins premiers. Donc, si vous devez retenir deux choses, c'est que c'est acceptable pour les patients, mais les conditions de viabilité ne sont pas entièrement réunies pour, en l'état actuel, pouvoir proposer du dépistage, que les médecins généralistes puissent vraiment s'emparer de l'outil. Donc ça ne veut pas dire que le projet est terminé. Ça veut dire qu'il y a 4 recommandations qui ont été effectuées pour améliorer cette viabilité, et c'est ce sur quoi à la Coréade, là, on va travailler dès aujourd'hui, avec une nouvelle personne qui risque d'arriver sur le projet des pistes pour essayer de nous aider à prendre en compte ces recommandations. Donc il va falloir améliorer l'efficacité organisationnelle de l'intervention. En gros, c'est réfléchir à faire du partage de tâches, notamment en MSP ou en exercice regroupé, de savoir comment en fait se renvoyer le patient et qui propose le dépistage et la place du médecin généraliste dans ça. Donc c'est de réfléchir un peu à l'organisation du dépistage dans un exercice regroupé. De rendre l'outil plus accessible lors des consultations, donc c'est ce que je disais, probablement via le logiciel, de renforcer la littératie des patients fumeurs sur la pertinence du dépistage, donc ça c'est comme pour les campagnes tabac où il faut augmenter la demande d'aide du patient, mais là il faut aussi, au-delà d'augmenter la demande d'aide d'arrêt des patients vers leur professionnel de santé, il faut aussi leur remettre la place et la pertinence du dépistage pour l'arrêt du tabac, et de renforcer la proposition d'un accompagnement vers le sevrage tabac des professionnels impliqués dans le dépistage. Donc ça, c'est les secondes lignes, donc les dentistes, tous les professionnels de seconde ligne qu'on a vus, leur montrer aussi le rôle qu'ils ont dans l'arrêt du tabac et aussi dans le dépistage. Donc les perspectives, après, une fois qu'on a réussi à faire tout ça, ça serait de généraliser les programmes, donc de sortir de la Gironde et de le faire en Nouvelle-Aquitaine, d'intégrer des recommandations qui ne sont pas encore validées dans le cadre français. Par exemple, là, vous avez vu, il n'y a pas le cancer du poumon, mais l'idéal, ça serait de pouvoir implémenter cet outil d'aide avec le cancer du poumon, mais à l'heure actuelle, en fait, c'est pas encore un examen de dépistage qui est recommandé parce qu'il y a trop de faux positifs à cet examen-là. Donc, on va attendre que la recherche aussi se développe de ce côté-là, et après, ça serait un outil en fait innovant à chaque fois qu'il y a des nouvelles recommandations pour le fumeur, ça serait de rajouter à des pistes de nouvelles recommandations. Là, les plus récentes, potentiel avenir, ça serait pour cancer du poumon et cancer de la prostate, il n'y est pas non plus, et qui risquerait d'arriver. Donc, un outil un peu mouvant en fonction de l'actualité. De proposer ce programme de dépistage aux établissements, services sociaux et médico-sociaux qui nous ont beaucoup interpellés sur leur intérêt de proposer ça, donc de réfléchir à une autre organisation et de peut-être les implémenter avec d'autres examens de dépistage plus acceptables de faire en milieu spécialisé, en tout cas hors de la médecine générale. Et après, d'adapter effectivement cet outil-là, peut-être sur d'autres substances comme le cannabis ou l'alcool, qui pourraient avoir un intérêt en médecine générale. Mais pour tout ça, la priorité, ça va être de rechercher des crédits de recherche pour pouvoir poursuivre le projet, parce que là, l'ARS nous a soutenu, nous soutient jusqu'à juin 2025 pour ce projet-là. Et après, comme on repart dans de la recherche, on va retrouver des crédits de recherche pour pouvoir faire perdurer des pistes. Là, vous avez la petite bibliographie avec tous les posters, tout ce qui a été fait par rapport à des pistes, avec notamment les 3 thèses de médecine générale et les différentes implémentations. Les résultats, la publication devrait arriver. Vous connaissez les délais de publication début 2025. En tout cas, à la Coréade, on est là pour répondre à vos questions et pour vous aider. Des questions sur des pistes. Merci pour votre attention.